23 novembre 1944, Strasbourg, France. L'armée française libère la ville de l'occupation allemande, comme promis lors du sermon de Koufra, prêté en 1941. Suite à cette bataille livrée entre janvier et mars de cette année, le général Leclerc et ses hommes ont juré de ne pas déposer les armes avant que le drapeau français ne flotte au-dessus de Strasbourg. Cette promesse fut donc tenue. La victoire des armées américaines, anglaises et russes contre l'Allemagne semble assurée. Reste à savoir combien de temps reste-t-il avant la fin de la guerre. L'état-major, comme les soldats, espèrent terminer la guerre avant Noël. Mais le chancelier allemand a un autre plan en tête. Il va jouer une dernière carte pour essayer de renverser la situation. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous raconte la bataille des Ardennes. Automne 1944. L'Allemagne est mal en point et sa défaite semble inévitable. Les Américains avancent en Italie depuis 1943 et ils ont débarqué en Normandie et en Provence et ont libéré presque toute la France et la Belgique, tandis que les Soviétiques ont atteint Varsovie en Pologne. Le chancelier allemand souhaite effectuer une contre-offensive, mais plusieurs questions se posent. A-t-il le temps, les moyens et contre qui la lancer ? Les réponses à ces questions arrivent grâce à une série de coïncidences favorables au Reich. Premièrement, les Américains font face à des conditions de combat différentes. Le froid, la neige, la nuit et l'étirement de la ligne de front ralentissent leur progression face à des soldats allemands qui opposent une résistance de plus en plus acharnée. En plus, un épais brouillard cloue l'aviation alliée au sol. Le timing est donc parfait pour lancer la contre-offensive à l'ouest. Maintenant, en quoi consiste le plan ? Le plan de l'offensive, conçu par le général Alfred Jodl, consiste à attaquer la forêt des Ardennes belges et luxembourgeoises, pour ensuite passer par Bruxelles, puis s'emparer du port d'Anvers pour couper une partie de l'approvisionnement allié. Il s'agit de repousser les Anglo-Américains pour gagner suffisamment de temps et ensuite retourner ses forces contre les Soviétiques. Pour tromper les Alliés, le plan est appelé « Garde sur le Rhin », pour suggérer qu'il s'agit d'un plan défensif. Alors un plan, c'est bien beau, mais qu'en est-il des moyens ? 20 divisions, soit 200 000 hommes, avec en plus 1900 canons, 1000 chars et 850 avions sont mis à contribution. Cette offensive est la dernière chance du Reich pour survivre. Si elle échoue, tout est fini. Le plan est validé le 7 décembre et doit débuter le 16. Le 16 décembre, à 5h30, une véritable tempête de feu s'abat sur les 83 000 Américains présents sur les lieux. Pendant 1 heure, les canons bombardent la ligne de front. Puis, l'infanterie prend le relais et se lance à l'assaut. La surprise est totale. Non seulement les Alliés ne s'attendaient pas à une offensive de l'Allemagne, car ils pensaient qu'elle n'avait plus les moyens, mais en plus, ils ne s'attendaient pas non plus à ce qu'elle ait lieu dans les Ardennes, car ils considéraient que la forêt était difficilement franchissable. Ça ne vous rappelle rien ? Oh merde! Oh c'est con ça! La ligne de front n'était défendue que par 4 divisions américaines. Le brouillard empêche les Alliés de faire des reconnaissances aériennes, et la veille, des commandos allemands ont coupé les câbles de téléphone pour brouiller les communications. Ainsi, les Allemands ont progressé de 40 km au premier jour de la bataille. Au nord comme au sud, ils avancent. Les villages tombent les uns après les autres, et les premiers crimes de guerre sont commis. Un tiers des forces allemandes étaient composées de SS, qui n'hésitent pas à employer la force pour maintenir l'ordre dans les territoires conquis. À Hounsfeld, les SS assassinent 17 GI qui se rendaient. Vers Malmedy, 125 prisonniers sont abattus à la mitrailleuse. Et à Stavelot, plus de 100 civils sont massacrés. Le 17 décembre, 1200 parachutistes allemands sont largués sur le bois de Malmedy, à l'extrême nord de la ligne de front, et y établissent une zone de défense. Plus au sud, l'offensive continue. L'armée allemande a parcouru 50 km en 48 heures. Les Américains sont débordés. Certaines villes prises par les Allemands n'étaient défendues que par quelques dizaines de soldats. Mais la résistance américaine est acharnée. Bien qu'ils n'arrivent pas à briser complètement l'élan, ils arrivent à le ralentir. Et les Allemands sont en retard sur leurs objectifs. Par exemple, lorsque la ville de Bastogne se fait encercler, les Allemands demandent aux Américains de se rendre. Ce à quoi ils répondent « Nuts », ce qui signifie « Mes couilles !» L'état-major américain est convoqué. Le général en chef des armées, Dwight Ike Eisenhower, charge alors le général George Patton de secourir les troupes encerclées à Bastogne. Ce dernier prétend qu'il lui faudra 3 jours pour l'atteindre.
Ils s'y lancent immédiatement après. Puis, à partir du 18 décembre, la progression allemande s'arrête. La résistance est de plus en plus acharnée et de nouvelles divisions américaines sont dépêchées. Le front se stabilise et des batailles se fixent à des villes comme Saint-Vith ou Bastogne. La bataille, malgré quelques couacs, commence bien pour les Allemands, qui sont optimistes sur la suite des événements, tandis que du côté allié, l'inquiétude règne. À partir du 19 décembre, succès et revers s'enchaînent sans qu'ils ne soient décisifs. C'est l'occasion d'expliquer en quoi cette bataille est vraiment inédite pour les Américains. L'US Army a débarqué en France au printemps et s'est battu tout au long de l'été. Auparavant, il s'était battu en Afrique du Nord et en Italie, à savoir des régions au climat chaud. Et là, les GI se retrouvent avec leurs uniformes d'été à devoir combattre dans le froid, la neige et le brouillard, avec seulement leur ration de survie pour tenir. Également, les GI avaient l'habitude de toujours avancer et d'être constamment sur l'offensive. Sauf que là, c'est l'inverse qui se produit. Ils sont dépassés par le nombre et font face à un barrage de feu constant. Aux éclats d'obus s'ajoutent des éclats de branches et d'écorces qui s'abattent sur les soldats tels des flèches. Ils se défendent comme ils peuvent, en s'abritant au pied des arbres, derrière des rondins de bois ou des véhicules endommagés. Du côté allemand, la rage et la vivacité des combats est sans pareil, car ils ont conscience que cette offensive est leur dernière chance de victoire. Tout repose sur leurs épaules. Ils n'ont pas le droit d'échouer. Mais un peu plus tôt, j'avais dit que les Allemands étaient en retard sur leurs objectifs. Et c'est particulièrement grave, car depuis que l'Allemagne a échoué à s'emparer du pétrole du Caucase, elle fait face à une pénurie. L'essence, tout comme les munitions et les vivres, commencent à manquer. Néanmoins, ils tentent d'avancer à tout prix. Le 19 décembre, Bastogne, un important nœud de communication, est encerclé par les Allemands et Vils tombe. Mais ailleurs, les Américains ont établi, avec l'aide de l'armée anglaise, une zone de défense suffisamment solide pour contenir les Allemands. Mais si un point cède, tout s'effondre. La première phase de la bataille est terminée. Pour les Américains, le pire est passé. Les journées du 20 au 23 décembre sont assez indécises. Aucun camp ne parvient à prendre l'avantage. Au nord, les Allemands tentent désespérément d'atteindre Anvers, tandis qu'au sud, ils ne parviennent pas à atteindre la Meuse. Le 21, ils atteignent la ville de Celle. C'est l'apogée de leur avancée. Les Alliés, quant à eux, dépêchent toujours plus de nouvelles divisions, plus expérimentées sur le front. 250 000 hommes sont acheminés 6 jours après le début de l'offensive. Jour et nuit, les armées se battent avec acharnement. À Bastogne, les 18 000 assiégés tiennent toujours face aux Allemands. Mais la victoire n'est pas assurée. Sans renfort, ils ne pourront pas tenir. Partout sur le front, les pertes sont lourdes. Et pourtant, la bataille va bientôt prendre une toute autre dimension. Le 23 décembre, après plusieurs jours de bataille sans suite, le ciel s'éclaircit, le brouillard disparaît. L'aviation peut à nouveau décoller. 5000 appareils alliés et 1000 avions allemands sortent de leur aérodrome. Désormais, les lignes de ravitaillement, principales cibles des avions, sont constamment bombardées. Pour ces raisons, la ville de Saint-Vith finit à 95% détruite. Grâce au bombardement aérien, les Américains contre-attaquent et reprennent du terrain. Ils réussissent à s'adapter aux conditions de combat et leur morale s'améliore. Au réveillon de Noël, le général allemand Guderian estime que l'offensive des Ardennes n'a plus aucune chance de réussir. Le 26 décembre, Patton atteint enfin Bastogne. Il peut secourir les assiégés et briser l'encerclement avec ses hommes. La bataille n'est pas encore gagnée, mais la position peut être tenue et ravitaillée. Les généraux allemands finissent par comprendre que continuer d'être sur l'offensive mènerait à un désastre. Ils ordonnent à leurs troupes de se retirer et d'adopter une position défensive. L'offensive allemande est définitivement stoppée et a reculé à certains endroits. Mais la bataille des Ardennes est loin d'être terminée. Les Alliés doivent désormais se mettre d'accord sur la tactique à employer. Durant les derniers jours de décembre, les généraux alliés débattent sur la suite de la bataille. Que faut-il faire ? À l'exception de Patton, tous se mettent d'accord pour jouer sur la prudence. Ils décident alors d'attaquer sur Oufalise, conjointement depuis le sud et le nord, pour encercler les troupes allemandes. Mais le 28 décembre,
les conditions météo se dégradent et le brouillard revient. L'offensive est retardée car le général britannique Montgomery prône la prudence, encore plus que Eisenhower. Mais secrètement, le chancelier allemand a lancé à la veille du Nouvel An une offensive sur l'Alsace, peu défendue. C'est l'opération Nordwind. Eisenhower demande à De Gaulle d'évacuer les troupes françaises sur place pour se retrancher sur les Vosges. Cependant, il refuse et tient tête à Eisenhower. Les Français ne céderont pas l'Alsace une nouvelle fois. Ike finit par céder. Finalement, l'opération Nordwind est contenue par les troupes franco-américaines grâce à la ligne Maginot. Les combats ont duré jusqu'au 25 janvier. Le 3 janvier, l'offensive vers Houffalize est lancée. Montgomery attaque au nord et Patton au sud. Mais la progression est difficile. La neige, le brouillard et la détermination des Allemands à ne pas céder font qu'ils n'avancent que de 1 km par jour. Mais même s'ils n'avancent que lentement, les Alliés progressent et l'encerclement se poursuit. Le 16 janvier, les deux armées se rejoignent et Houffalize est enfin libérée. Ou du moins, ce qu'il en reste. À partir du 20 janvier, la retraite allemande s'accélère et les soviétiques viennent de lancer une offensive, ce qui oblige l'état-major à transférer des troupes à l'est. À l'ouest, les Allemands sont revenus derrière leur position de départ, la ligne Siegfried. Et le 30 janvier, les Américains les ont repoussés au-delà de cette position. La bataille des Ardennes s'achève le lendemain sur une victoire des forces alliées. Quelles sont les conséquences de la bataille des Ardennes? Commençons par les pertes. Du côté allemand, 10 000 morts, 34 000 blessés, presque autant de prisonniers, entre 600 et 700 chars et 1400 avions détruits. Pour les Américains, 10 à 20 000 morts, 47 000 blessés et 23 000 disparus. Les Anglais, quant à eux, comptent 1400 tués. Il ne faut pas non plus oublier les 3000 civils belges et luxembourgeois qui ont été tués et les 600 autres qui ont été blessés. À présent, quelles sont les conséquences de la bataille sur la suite de la guerre? Eh bien, à défaut d'avoir repoussé les Américains hors d'Allemagne, l'offensive leur a permis de retarder leur entrée sur le territoire. Ce qui fait que les Soviétiques ont pu progresser plus facilement et ainsi atteindre Berlin avant les Américains. Les divisions et le matériel que les Allemands ont utilisés n'ont jamais pu être remplacés et ont cruellement manqué à l'Est. C'était la dernière chance du Reich et il l'a raté. Pour résumer, le chancelier allemand a choisi au détriment de la vie de ses généraux qui auraient le droit d'achever son empire. À cela, il faut ajouter qu'après la défaite, le moral des Allemands s'est littéralement effondré. Désormais, plus personne ne croit à la victoire de l'Allemagne, hormis les fanatiques. Du côté allié, quelques leçons ont été retenues. Enivrés par leur succès ininterrompu depuis le 6 juin, les Anglo-Américains ont fini par oublier à quel point leur adversaire pouvait tenir des paris aussi risqués. Désormais, il faut s'attendre à ce que cet homme soit prêt à tout pour vaincre, et mieux se coordonner pour y faire face. La bataille des Ardennes est un échec pour l'Allemagne. Mais était-ce une mauvaise idée depuis le début? Spoiler, oui. L'Allemagne n'avait tout simplement pas les moyens de réussir une telle offensive. Pour commencer, 17 000 m3 d'essence étaient nécessaires pour que tout se passe comme prévu. Mais le jour J, 8 à 12 000 m3 sont à disposition, et les chefs d'unité n'ont été mis au courant qu'au dernier moment. Ensuite, le succès de l'opération reposait principalement sur l'effet de surprise et sur le mauvais temps. Mais une fois le soleil revenu, l'aviation alliée était à nouveau dans les airs pour bombarder et ravitailler les troupes. En parlant de ça justement, l'aviation allemande n'est plus ce qu'elle était. Elle a été très réduite par rapport à 1940 et beaucoup de pilotes expérimentés étaient morts ou prisonniers. Elle ne pouvait pas rivaliser avec l'aviation alliée qui était déjà maîtresse du ciel depuis 1944. Ainsi, le 31 janvier 1945, le sort de l'Allemagne est définitivement scellé. Même s'il reste encore plusieurs mois de guerre avant la capitulation allemande, celle-ci est désormais inévitable.